Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h37 sur Sud Radio. Le grand débrief avec Françoise Degois et Éric Revel en ce lundi matin, 10 novembre. Alors, vous vous réveillez peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui font le pont. Il y en a d'autres qui sont sur le pont tout de même, heureusement, parce que ça bosse un petit peu, parce que sinon, je sais pas où on va aller, surtout quand on voit ce qui se passe effectivement en Chine. Vous l'avez entendu avec le ministre en charge du commerce extérieur. Ils vont à 1000 km/h, alors que nous, on est c'est le petit train, la petite Micheline, effectivement, en montagne, hein, bien sûr, en France et puis en Europe. Ce qui s'est passé à Rieux-la-Pape, tout de même ce week-end, avec ce tournage d'un clip sauvage en pleine ville, l'incendie d'un immeuble en fait derrière quand les policiers ont voulu intervenir, où ces jeunes ont tiré en fait sur les policiers. C'est un peu effrayant quand même, non, Françoise Degois? Oui, les bras m'en tombent un peu. C'est-à-dire que bon, je serai une fois dans l'année, mais la réalité c'est que ça se multiplie. C'est la multiplication. Alors évidemment, en déduire que la France est devenue un coupe-gorge, évidemment pas. Mais la réalité, c'est que la multiplication de ces, c'est pas des faits divers, c'est pire que ça. C'est des faits de société. C'est-à-dire, au nom de quoi vous vous installez dans la rue. C'est-à-dire que moi, voilà, je vais décider, je me mets dans ma rue, j'ai décidé d'enregistrer une chanson débile avec mes copains. Et non, mais je veux dire, c'est le sujet, c'est ça le sujet. C'est la fête des voisins. Avec mais non, vos mais copains, comment est-ce que oui, avec mes copains, c'est plutôt la fête des voisins. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est même pas c'est le point de départ qui est fou. Je décide de m'installer dans la rue, de tourner un clip et j'emmerde tout le monde. C'est ça le sujet. C'est ça, moi, qui me rend un peu dingue. Je veux dire, moi, je vais relier plusieurs faits. Alors, la France est peut-être pas devenue un coupe-gorge. Oui, on peut. Françoise Degois, vous avez, peut-être encore raison. On verra. Mais il y a un point commun quand même entre la clé USB de Salah Abdeslam, avec son ordinateur. Oui, il a une connexion. Ça date du mois de janvier. Rieux-la-Pape. Et ce qui s'est passé aussi sur un pont parisien où des jeunes Marocains ont cru bon de mettre en scène club de Casablanca. Voilà. Donc, vous savez ce que c'est le point commun? C'est l'illégalité. En fait, l'illégalité est devenue la norme dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, y compris dans la prison la plus surveillée de France, là où est incarcéré l'ennemi numéro 1 de la démocratie française, qui est ce terroriste du 13 novembre. En fait, le point commun, c'est l'illégalité. On a l'impression que on fait ce qu'on veut, quand on veut. D'ailleurs, je vais proposer à Françoise Degois d'aller faire un pique-nique en haut de la Tour Eiffel. On va y aller, Françoise, puis j'espère qu'on ne dira rien. Et je suis d'accord, on peut privatiser la rue qu'on veut, en fait. Voilà. Allez, moi, je vais privatiser chez moi. Non, c'est ça. Je suis d'accord avec Éric. Alors après, il faut pas non plus sombrer dans l'idée que nous sommes une passoire, etc. Moi, je suis très contente que Éric parle de Salah Abdeslam. Vous vous rendez compte quand même? Je sais pas si vous voyez depuis quelques jours toutes les capsules, toutes les vidéos qui sortent. Je me mets les larmes aux yeux sur les rescapés du Bataclan. Mais vraiment, ça me touche tellement profondément. C'est un traumatisme collectif. Des cafés, du Bataclan, des cafés, du Stade de France. Vous voyez ces gens courageux. 130 morts. Vous entendez ces parents qui ont perdu leur enfant, etc. Et vous avez ce type en toute liberté. Et moi, je pense que la justice n'est pas la vengeance. Pas en toute liberté. Non, mais je veux dire, en toute liberté, qui arrive à recevoir du matériel informatique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette espèce de ciseau émotionnel qui est très difficile à gérer. Oui, c'est vrai. François est avec nous au 0826 300 300 pour réagir justement à ce qu'on vient d'évoquer, notamment Rieux-la-Pape. Bonjour François. Bonjour à tous. Bon, donc oui, sur Rieux-la-Pape, vous trouvez ça comment vous avez pris cette information? Moi, j'ouvre la radio. Bon, j'écoute tout le temps sur la radio, mais vous pouvez ouvrir toutes les radios. On n'entend que des mauvaises nouvelles. On n'entend pas une bonne nouvelle de temps en temps. Les gens vont faire des dépressions, on va tous faire des burn-out en France. C'est pas possible. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que bon, déjà, il faut qu'on les attrape et qu'on les juge. Ouais. Par contre, après, la sanction, c'est... Moi, je suis un peu dur de ce côté-là, mais la sanction, c'est vraiment... On coupe toutes les aides sociales, les logements sociaux, tout ça, on leur coupe tout. Les parents vont réagir derrière, et c'est aux parents de mettre des tartes un peu à leurs enfants, parce que c'est pas à nous, les Français, à mettre des tartes. Ça va devenir une rébellion, quoi. On va sortir avec la massacre, on va dire aux gens, maintenant vous arrêtez de me combler, sinon on vous emmène, quoi. Bon, il faut que les parents ils soient responsabilisés. Les parents, je crois qu'ils sont dépassés en fait par ça. Mais on leur coupe les forts, mais on dirait qu'ils rigolent. Non, mais on dirait qu'ils s'en foutent. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, pour revenir à ce que vous dites sur les parents, à Rieux-la-Pape,
Pape, c'est dans un quartier justement qui est 100% de logements sociaux, 100% dans ce quartier. Donc ils se sont même attaqués entre guillemets indirectement à des gens qui parle des voyous. Ouais. Quelques voyous qu'il y a en fait, c'est eux qu'il faut attraper. Il faut leur dire maintenant, désolé les parents, mais on vous coupe tout, on n'a plus d'aide sociale, plus de logements sociaux, maintenant vous vous débrouillez. Vous allez comprendre ce que ça veut dire la souffrance maintenant, il n'y a plus d'aide. Voilà. Ouais. Vous respectez pas les règles en France, vous faites n'importe quoi. Vous tirez des mortiers, vous avez des théories des gamins cramés dans les appartements, vous vous rendez compte jusqu'où ça va aller. Mais il aurait pu avoir des victimes, quoi. Bien sûr. Bien sûr, à un moment donné, ils en rigolent. Vous leur dites, peut-être, à cramer 4 appartements, ah ouais, j'ai vu, on a cramé, ils en rigolent. Il faut à un moment donné, il faut leur dire, on arrête tout, plus de subventions, plus de ci, plus de ça. Pardonnez-moi, j'aimais juste un bémol, nous ne savons absolument pas, d'ailleurs, les gens qui ont tourné les clips, s'ils sont eux-mêmes dans des logements sociaux, on n'en sait absolument rien. Peut-être que ce sont des gens qui sont venus justement dans ce quartier populaire en disant, écoutez, au moins eux, voilà, on sera tranquille. C'est parce qu'il y avait un bâtiment désaffecté juste à côté. Non, mais voyez ce que je veux dire, on ne sait même pas la punition, par exemple, tout ça. Moi, je pense vraiment qu'il y a un problème de déficit, même de renseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que c'est possible, si vous voulez, qu'à un moment donné, quelqu'un ne soit pas alerté ou que la police municipale ne soit pas alertée par cela? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de la faute de la police. C'est de la faute de la police quand on écoute Françoise de Gaulle. Françoise, non mais c'est bon alors. Vous avez raison, mais bon alors je sais pas s'il y a déficit ou pas déficit d'information parce que ça va vite. Regardez ce qui s'est passé sur la scène. Oui, sur le pont. Alors sur le pont, moi je croyais vraiment que c'était un fake quand j'ai vu ça pendant le week-end. J'étais sûr que c'était un fake. Donc ces types qui viennent avec des fumigènes, des feux d'artifice, qui se mettent autour des ponts, c'est en face la maison de la radio, dans le quartier de Beaugrenelle, en face la Tour Eiffel, et qui font leur feu d'artifice. Ça a duré 2 minutes 30, quoi. Donc, c'est délirant. Oui, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Dans ce pays, on fait ce qu'on veut. On n'a pas peur des sanctions. On décide de faire une fête, on ne demande même pas l'autorisation. Je rappelle quand même que pour les manifestations, il faut une autorisation de la préfecture. Là, tout s'effondre, l'autorité s'effondre, les gens ne respectent pas. Attendez, je vous signalais le point commun entre cette clé USB, entre ce qui s'est passé sur les ponts parisiens et à Rio-la-Pape, c'est quoi? C'est l'illégalité est devenue la norme. Alors vous savez on le donnait ce matin avec un très bon reportage de Franck Payanave dans une petite commune près de Toulouse, donc qui touche, c'est la Barre de l'Est, la Barthe-sur-l'Aise. La Barthe-sur-l'Aise. La Barthe-sur-l'Aise. Le maire, la municipalité a décidé d'un couvre-feu jusqu'au mois d'avril. Très bien. Pour que, à partir de 19h, les rassemblements soient interdits, les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est une poignée des gamins, etc., mais qui mettent la zone totale en fait dans la ville, dans certains endroits. Non mais vous voyez où on en arrive. Non mais je suis d'accord, mais moi je suis assez tenante. Vous savez, j'ai longtemps travaillé avec Ségolène Royal et donc je suis tout à fait tenante de l'ordre juste. Je vous le dis tout de suite. Un peu serré, un peu corseté. Oui, ça me va très bien que pendant quelques temps on mette un couvre-feu pour calmer les oiseaux, les petits oiseaux. Dans un instant, on continue sur Sud Radio, évidemment. Bien sûr, le grand débrief de l'actualité jusqu'à 9h, même après avec Jean-François Aquili sur La Vérité en face. Vous avez parlé de Salah Abdeslam là, tout à l'heure, Éric Revel. Nous recevrons Samia Maktouf à 9h30, qui est l'avocate des parties civiles au procès des attentats du 13 novembre, justement autour de ça. Et puis dans un instant, est-ce que Nicolas Sarkozy va sortir de prison? Est-ce qu'il doit sortir? Est-ce qu'il peut sortir? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Et puis petite surprise, juste avant 9h, restez bien. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 8h48 sur Sud Radio. Vous êtes peut-être en train de vous réveiller, évidemment, tranquillement, ce matin. Je sais pas comment s'est réveillé Nicolas Sarkozy, lui, en prison. Il a peut-être passé sa dernière nuit, puisque donc il y a une demande de remise en liberté qui va être étudiée ce matin, avant le procès qui aura lieu. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il doit être libéré ou pas? Tiens, c'est avant d'entendre Françoise et Éric Revel, c'est Marc qui est avec nous de Paris au 0826 300 300. Bonjour Marc. Bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe. Ouais. Bonjour. Voilà, oui.
Ben là, je trouve que M. Sarkozy est un président avec une grande ouverture d'esprit, puisqu'il y avait des membres du Parti Socialiste et tout dans son gouvernement. Donc je pense que là, toute la classe politique responsable doit être révoltée qu'il ait pu être mis en prison, puisqu'il n'y avait aucune preuve ni rien. Et je trouve ça, moi, je souhaite qu'il soit bien sûr Il y a un faisceau d'indices. Pardon ? Il y a un faisceau d'indices, oui. Oui, enfin, disons que c'est plutôt des convictions, je dirais, politiciennes, quoi. Et enfin, voilà. Donc, ils ont voulu faire un exemple et dire que personne n'est impunissable. Enfin, je trouve ça lamentable. Il n'aurait pas dû y aller. Et moi, j'espère qu'il va sortir, quoi. Après. En attendant, son procès en appel, quoi. Oui. En attendant le procès en appel, parce qu'il y aura un procès. Oui. Donc vous souhaitez qu'il soit libéré, quoi. Aujourd'hui ou dans les prochains jours, quoi. Puisque donc il va y avoir cette demande de mise en liberté. Après, c'est la règle de droit, Patrick. Je ne sais pas. Alors, il était super, l'avocat que vous aviez ce matin, parce qu'il était vraiment, on comprenait absolument quelles étaient les conditions dans lesquelles il pouvait éventuellement sortir. J'ai quand même tendance à dire, moi, je ne suis pas dans le dolorisme. Je ne considère pas que Nicolas Sarkozy est une victime. Je pense que, on va pas refaire le procès et les procès, mais la réalité, c'est que ce que je lis depuis quelque temps sur lui et sa vie en prison, voilà, je comprends très bien qu'il ne veuille pas manger la nourriture qu'on lui apporte parce qu'il a peur qu'on ait craché dedans. Je le comprends très bien parce que je pense que c'est tout à fait. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Il ne mangerait que des yaourts. Mais notamment. Je pense que c'est tout à fait exact. En tout cas, 3 semaines de yaourt. Non, mais je veux dire que je pense qu'il est dans des conditions. Imaginez quand même. Écoutez, moi, c'est pas un ami politique, Nicolas Sarkozy. Ouais. Je prends un pas de recul, je me mets à sa place. Ok, voilà, il a tout ce qu'il a fait. Imaginez imaginez le choc, j'ai envie d'être humaine, le choc entre son statut d'avant ce statut-là. Est-ce que ça n'est pas suffisant ? Voilà. Est-ce que au fond, il n'est pas le temps qu'il sorte ? Voilà, les choses sont faites en attendant le procès. Je ne sais pas. Éric. Oui, de toute façon, le mal est fait, je pense, pour lui et pour l'image du pays et pour l'image du statut de président de la République. C'est-à-dire qu'il aurait été 20 jours en prison. Là, le mal est fait. Maintenant, la demande de remise en liberté, comme vous le disait très bien l'avocat tout à l'heure, ça peut demander plusieurs jours. Alors, il a dit plusieurs semaines. C'est un cas exceptionnel. C'est un ancien chef d'État. Mais il n'est pas encore forcément sorti de la santé. Quand je vous dis que le mal est fait, oui, le mal est fait parce que je considère quand même qu'il n'est pas au-dessus des lois. Un ancien chef de l'État n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous des lois non plus. Lui coller encore une fois l'exécution provisoire sans avoir la possibilité de faire appel avant d'aller en prison, ça me semblait, au-delà du fait que les 3 principaux chefs d'accusation sont tombés, etc., etc. Bon, oui, il y a quand même, Françoise de Gois, une dimension politique dans ce verdict, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Nicolas Sarkozy. Il y a évidemment une dimension politique. Les petits pois, comme Nicolas Sarkozy a longtemps qualifié les magistrats, ont eu leur revanche. Ils sont sortis de la boîte et ils l'ont mis derrière les barreaux. Alors, il y en a un qui règle ses comptes aussi. Il y en a un qui règle ses comptes aussi. On en parle avec Benjamin Glaise. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est Bruno Le Maire. Qui règle ses comptes avec Emmanuel Macron. Il assure l'avoir alerté sur la situation préoccupante des comptes publics à plusieurs reprises. Il l'assure à nouveau, mais cette fois-ci, il en veut pour preuve une lettre qu'il a envoyée au président de la République en avril 2024, alors qu'il était encore ministre de l'économie. Il venait de découvrir les erreurs de prévision de Bercy. Des erreurs d'ailleurs qu'il ne s'explique toujours pas. Écoutez, c'était hier soir dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas ? Je ne l'ai pas. Je reconnais avec beaucoup d'humilité, nous nous sommes plantés sur les recettes. Et plantés big time. Mais on ne ment pas aux Français. Je n'ai jamais menti aux Français. Je suis toujours celui qui leur a dit la vérité sur la nécessité de rétablir les comptes. Et face à la dérive des comptes publics, Bruno Le Maire a écrit un courrier à Emmanuel Macron en avril 2024. Je vous le disais, la lettre secrète a finalement été dévoilée hier par la Tribune du Dimanche et c'est dans l'air. Dedans, l'ancien ministre de l'économie demande au chef de l'État de prendre des mesures urgentes. Toute stratégie d'évitement, écrit-il, est vouée à l'échec. Il précise que l'enjeu est la crédibilité politique de la France en Europe. Mais ces propositions ont finalement été ignorées par Emmanuel Macron. Le président n'en a suivi aucune. Malgré cela, Bruno Le Maire n'a jamais pensé à démissionner. La démission ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour une raison très simple. C'est que démissionner, c'est capituler. Et que ça faisait des mois que j'avançais pas à pas, avec des petites victoires, des défaites aussi, mais des petites victoires pour le rétablissement des comptes publics. Oui, il a fallu convaincre tout le monde. Oui, on en a reçu des coups de poignard dans le dos de personnes qui disaient oui, il faut rétablir les comptes, mais qui allaient faire une émission pour annoncer
des dépenses supplémentaires. Oui, des oppositions. Pensez à qui? À certains membres du gouvernement, on peut le dire. Opposés à ce rétablissement des comptes. Mais il y avait des petites victoires. Et je considère qu'il vaut mieux combattre que se résigner. Bon, il refuse d'être le bouc émissaire, hein. C'est ça. Oui. Écoutez, moi je veux bien qu'on refasse toute l'histoire. J'en ai un peu marre, moi. Vous savez, j'en ai là encore, j'en ai marre de ces macronistes qui tuent le père, etc. Oui. Mais sérieusement, entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, que seraient-ils ces gens si à un moment donné, évidemment Emmanuel Macron les avait pas sortis. Donc Bruno Le Maire, vous vous souvenez pas, Bruno Le Maire, le score éblouissant qu'il a fait à la primaire, que serait Bruno Le Maire aussi si à un moment donné Emmanuel Macron n'en avait pas fait son ministre de l'économie et des finances. Et je veux bien, moi j'entends tout, j'entendais gémir encore Manuel Valls hier en disant ouin j'ai été viré du gouvernement, etc. Mais quand même, les fins de règne sont pathétiques, mais pas forcément pour celui qui les subit. Je trouve qu'elles sont pathétiques pour ces gens-là. Bruno Le Maire, honnêtement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. S'il avait vu une telle dérive des comptes publics, eh bien, il aurait été bien inspiré de dire je suis à la tête d'un État en faillite. Quelqu'un l'a fait avant lui, il s'appelait François Fillon. François Fillon, d'une certaine manière, avait plus de, comment dirais-je, de coffre que Bruno Le Maire par rapport à Sarkozy. Et Éric Revel ? Je suis d'accord avec la conclusion de Françoise. Il aurait sans doute dû démissionner. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand on sait comment fonctionne un gouvernement et un président de la République ou un Premier ministre, le ministre des Finances, il exécute ce qu'on lui demande de faire. Ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est qu'il a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour le mettre en garde sur la dérive des comptes publics et notamment sur le volet des recettes. Bon, je ne signe pas de blanc-seing Bruno Le Maire, qui vient des LR, quand même, je rappelle, qui avait, dans des vidéos qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, été d'une virulence avec Emmanuel Macron lorsque celui-ci dit tout et n'importe quoi pour faire sa campagne en 2017. Au moment de la campagne, bien sûr. Bon, voilà. Maintenant... oui, Françoise a raison. Dans ces cas-là, vous démissionnez. Vous pouvez pas être le garant de la dérive. Et Dieu sait qu'on sait aujourd'hui quelle est l'ampleur de la dérive financière du pays. Vous pouvez pas être le garant parce que c'est le dernier ministre des Finances qui aura porté ce bonnet. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce qu'il dit, parce qu'il dit j'ai alerté et on s'est planté un peu sur les recettes. Ah ben c'est énorme. Mais c'est énorme sur les recettes. Mais c'est pas ça. C'était pas ça, c'est les dépenses qu'il fallait. Enfin, il y a les deux. Parce que si vous continuez de dépenser plus, toujours et encore, etc. Non, mais ils se sont plantés, ils n'ont pas compensé. Des recettes où Non, ils n'ont pas compensé en réalité. Ils n'ont pas compensé toutes les aides, ils les ont pas compensé. Mais c'est délirant d'avoir cette phrase. On s'est un peu planté. Bonjour l'euphémisme. On s'est un peu planté. Objectivement, ils sont là pour établir des comptes et un budget public. Il ne sert qu'à ça, si vous voulez, le ministre de l'économie et des finances avec le ministre du budget. Entendre cette petite phrase, oui, on s'est planté. Sérieusement, on s'est planté. Alors, fais un mea culpa, alors plus solennel. Ou alors ne dis rien. Maintenant, mais ce qui est quand même, il a publié la lettre. Enfin, l'effondrement du macronisme est absolument spectaculaire. Bon, c'est courage fuyant. Ouais, voilà. Tiens, nous, c'est pas du courage, mais simplement un petit geste, un petit zeste de volonté. Vous allez, vous prenez votre portable, 7 20 18 par SMS, vous envoyez Sud et vous pouvez gagner une semaine de vacances. Non, mais François, c'est pas vous. Mais elle est déjà en train de. Vous ne pouvez pas jouer, François. Ce sont les auditeurs. Qui peuvent gagner une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances dans des résidences 3-4 étoiles. Je vous donne quelques minutes en plus. Normalement, c'était jusqu'à 9h, mais il n'est pas 9h, il est 8h58, on va même au-delà. Et vous avez un petit peu le tirage au sort tout à l'heure. Et vous pourrez être gagnant pour une semaine de vacances. Donc, Sud au 7 20 18 dans un instant. Le point sur l'actualité, la vérité en face.